Vous l'avez testé aussi? Bon. C'est pas très scientifique ça. Donc la crème EMLA, c'était démontré scientifiquement comme ayant un intérêt justement dans les ponctions veineuses, dans les ponctions artérielles, hein, quand on fait des gaz du sang par exemple. Donc il faut l'appliquer au moins un quart d'heure avant l'utilisation de la crème EMLA. Et c'est pareil, c'est des moyens simples de traiter la douleur. Alors ça a une efficacité que sur le... C'est sûr que si vous faites une ponction pleurale, par exemple, une ponction pleurale, on va titiller la plèvre, c'est pas la crème EMLA qui va être efficace sur la ponction, pour la ponction pleurale, mais sur une prise de sang ou sur un gaz du sang artériel, qui est quand même un geste qui est un petit peu douloureux, surtout quand c'est fait par un externe. C'est bien de mettre de la crème EMLA. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut utiliser systématiquement parce que c'est des moyens qui ne sont pas dangereux, qui sont efficaces, qui soient au patient. Donc là, le seul inconvénient, c'est qu'il faut anticiper le geste. Hein, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, tiens, je vais faire un gaz du sang, je suis pressé, il faut le faire dans les 2 minutes. Mais il faut se dire, dans une demi-heure, je vais faire un gaz du sang, donc on va poser le patch pour la crème EMLA. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes qu'on oublie. Donc la distraction, encore une fois, le fait que les personnes pensent à autre chose pendant qu'on leur fait le geste, les analgésiques locaux, le protoxyde d'azote, l'eau sucrée pour les enfants, pour les nourrissons, l'eau sucrée ou la tétine, tout ça, c'est des moyens qui marchent bien. Donc maintenant qu'on a parlé de ces petits moyens, on va commencer à parler... Alors après, il y a d'autres traitements, on ne va pas en parler maintenant. Ça, c'est qui peut être utilisé, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, qui sont les traitements adjuvants, comme les corticoïdes. Vous verrez ça, ce qu'on utilise en cancérologie, parfois dans certaines douleurs. Les diphosphonates qui agissent sur l'os, mais c'est pareil, qui font l'objet d'autres cours. Les antispasmodiques, vous connaissez tous le spasfon, mais qui ont une efficacité très faible, mais qui peuvent parfois être utilisés, myoréaction, etc. etc. Peuvent être utilisés. Il y a d'autres médicaments, c'est pareil, je ne fais que les citer pour l'instant parce que ce n'est pas le sujet du cours, mais il faut savoir qu'ils peuvent avoir un effet antalgique. Donc ces médicaments qui seront traités dans d'autres cours. Les antidépresseurs tricycliques, les antidépresseurs en général, les neuroleptiques, les antiparkinsoniens, les antimigraineux. Les antimigraineux, c'est une médicament de la douleur. Donc tout ça, c'est des médicaments qui sont efficaces dans la douleur. Donc vous voyez, le traitement de la douleur, c'est pas juste les antalgiques dont on va parler tout à l'heure, c'est pas juste le paracétamol, les morphiniques, etc. dont on va parler tout à l'heure. C'est plein de moyens et donc la prise en charge de la douleur, c'est pas quelque... S'il vous plaît, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a non, des choses que vous ne comprenez pas ou... Si vous avez des questions, vous dites. Hein, non. Si tous ces médicaments, toutes ces familles de médicaments sont parfois utilisés dans la douleur et donc font partie de la panoplie du traitement de la douleur. Donc c'est vraiment le traitement de la douleur, maintenant c'est une spécialité. Donc il y a des gens qui sont dédiés à la prise en charge de la douleur. Et on n'a pas le droit, maintenant, avec tout l'ensemble des médicaments dont on dispose, de laisser les patients avoir mal, pratiquement pour toutes les situations, quelles qu'elles soient, les situations aiguës, les gestes invasifs, les douleurs chroniques, les douleurs en cancérologie, les douleurs dans n'importe quelle chose, dans les fractures, on peut traiter les patients. Ce qui n'est pas encore fait, je ne sais pas si ici, il y a des gens qui ont des fractures, qui sont arrivés aux urgences qu'une fracture. Par exemple, dans les fractures, par exemple, il y a un geste qui est simple, c'est l'immobilisation. Par exemple, l'immobilisation, déjà, ça calme énormément la douleur. Donc ça veut dire que quand on arrive aux urgences, on doit immobiliser immédiatement la fracture. Ça fait partie du traitement. Puis après, il y a d'autres traitements qu'on peut faire, mais c'est vrai que la prise en charge de la douleur, dans cette situation-là, n'est pas toujours optimale, alors que les moyens existent. Maintenant, pour en venir directement aux antalgiques, il y a une classification de l'OMS que vous verrez partout, elle est partout, 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 du niveau des antalgiques en fonction du niveau de douleur. Alors cette classification est ancienne, mais elle persiste et on va voir qu'elle a des limites. Donc on distingue les médicaments de niveau 1, donc dans les douleurs faibles, donc ce qu'on appelle les antalgiques non opioïdes. Les antalgiques de niveau 2 pour des douleurs faibles à modérées. Et les opioïdes pour les douleurs de modérées à fortes, donc de niveau 3. Avec comme schéma, on commence par le niveau 1, ça ne va pas en faire le niveau 2, ça ne va pas en faire le niveau 3. Alors, c'est une classification qui semble comme ça parfaitement logique. En fait, elle a des limites parce que
quand vous avez un patient qui a très mal, vous n'allez pas dire tiens, je donne un petit peu de paracétamol, et puis s'il continue, non, non, on peut directement aller aux médicaments qui sont extrêmement efficaces pour les patients qui ont très mal. Et puis vous allez voir que les antalgiques de niveau 2, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Et on est maintenant, en fait, il y a très très peu d'antalgiques de niveau 2. Ça, je vous explique ça tout à l'heure. Donc retenez cette classification parce que vous la verrez dans tous les livres, niveau 1, niveau 2, niveau 3. On peut vous poser des questions dessus, mais il faut savoir que c'est une classification qui, même si elle traîne partout, a des limites importantes. Donc, dans l'échelle d'OMS, les médicaments de niveau 1, donc c'est le paracétamol et, alors j'ai mis ibuprofène que c'est le plus utilisé, mais c'est tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens. D'accord? Donc paracétamol et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le niveau 2, c'est la codéine, le tramadol et la buprenorphine, on va en reparler tout à l'heure. Et le niveau 3, c'est la morphine et tous les dérivés de la morphine. Ok, donc ça, il faut vous retenir quand même. Niveau 1, paracétamol AINS. Niveau 2, codéine, tramadol, buprenorphine. Niveau 3, morphine et apparentés. Alors, en pharmacologie, on distingue la notion de puissance, qui est la puissance, c'est lié à la dose nécessaire pour obtenir un effet. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'équianalgésie, c'est-à-dire pour obtenir le même effet, combien de fois il faudra en plus ou en moins d'un médicament donné pour avoir un effet identique à un médicament de comparaison. Donc, ces notions de puissance, ça va dépendre de deux choses, des caractéristiques pharmacocinétiques du médicament, par exemple de sa lipophilie, est-ce qu'il va diffuser bien ou pas dans les tissus, à l'endroit où il y a au niveau du système nerveux central, de l'affinité pour le site d'action, son affinité pour le récepteur. Donc ça, c'est la notion de puissance. Et puis, il y a ce qu'on appelle la dose efficace 50, qui est la dose qui induit 50% de l'effet maximal du médicament. Alors, cette notion de dose efficace 50, elle est très bien pour les études expérimentales. C'est plus compliqué d'étudier ce genre de choses chez l'homme. Alors comment ça se passe en pratique? Je vais vous montrer juste après, il y a des courbes. Ben, vous voyez par exemple que quand on regarde, vous voyez la dose 50, par exemple pour la morphine à droite en jaune, eh bien, je vais faire avec la flèche. Vous voyez, là l'effet maximal de la morphine, il est obtenu ici, donc la dose efficace 50 va être ici pour la dose efficace 50 pour la morphine. Pour la buprenorphine, qui est moins puissant, donc le plateau est ici, la dose efficace 50 est ici. Donc vous avez à la fois pour un médicament donné savoir qu'il a DE50 et puis à quel niveau va être le plateau. Donc vous voyez en termes de puissance, puisque la concentration nécessaire pour obtenir le plateau est plus faible, donc le buprenorphine est plus puissante, mais elle a une efficacité moindre parce qu'on arrive à monter moins dans l'effet antalgique. Mais ça, je vous en parle parce que c'est des distinctions que vous trouverez dans tous les livres, mais dans la réalité de tous les jours, c'est des choses qui sont difficiles à appliquer parce que c'est des choses qui sont obtenues souvent chez l'animal. Hein, une des façons de faire pour tester chez l'animal, c'est le test de la plaque chaude. Donc on prend des souris, on chauffe une plaque, donc forcément c'est un peu douloureux, donc elles réagissent, et on leur met des antalgiques et on voit à partir de quel niveau de médicament elles ne réagissent plus. Donc c'est une des façons de tester la douleur. Vous voyez, c'est totalement expérimental et artificiel. Ensuite, il y a une distinction entre les agonistes totales et les agonistes partiels. Ça, vous avez déjà vu en physiologie où il faut que je passe un peu de temps? Agoniste total, agoniste partiel? Oui ou non? C'est bon? Bon. Donc les agonistes totales, on va se fixer sur le récepteur avec un effet maximum. Donc là, c'est les petits carrés jaunes. L'agoniste partiel, eh bien, il va moins stimuler le récepteur.
Et puis il peut y avoir un mixte des deux, avec une fixation qui est partielle, qui est la courbe présentée à droite. Alors, le premier antalgique, qui est le plus utilisé, c'est le paracétamol, en anglais acétaminophène. De ce qu'il faut retenir de ce médicament, premièrement, c'est qu'il a un métabolisme qui est extrêmement compliqué. On ne voit pas bien la diapo, là, je suis désolé, mais je vais vous le raconter, sinon c'est pas grave. Donc, il y a le paracétamol. C'est un métabolisme qui est compliqué avec trois voies d'élimination principales, qui sont la glucuroconjugaison. Vous remplacez les enzymes de phase 1 et de phase 2, c'est une glucuroconjugaison, une sulfoconjugaison, et puis un mécanisme oxydatif par les cytochromes P450. Quand ça passe par les cytochromes P450, il y en a deux qui s'appellent le cytochrome 2E1 essentiellement et 1A2. Il y a production d'un métabolite toxique qui s'appelle le NADPQI. Si vous voyez en haut à droite, là, d'accord, NADPQI, qui lui peut être toxique pour le foie. D'accord. Donc le NADPQI, il est éliminé par une réaction avec le glutathion, qui va permettre l'élimination de ces métabolites toxiques. Les conséquences de cela, c'est que le paracétamol, c'est un des médicaments qui est le plus utilisé, par exemple, en Angleterre pour se suicider. Pourquoi? Parce que quand on donne des fortes doses de paracétamol, la voie par l'oxydation est une voie qui devient prédominante, donc il y a une formation importante de NADPQI avec une toxicité hépatique et donc une nécrose hépatique qui survient en 2 à 3 jours généralement, et c'est une des causes principales de grève de foie dans des situations aiguës. Et le traitement, est-ce que vous connaissez le traitement de cette intoxication au paracétamol? Non? Eh ben, c'est donner justement des conjugués soufrés. On donne de la N-acétylcystéine, hein, parce que la N-acétylcystéine permet de remonter le stock en dérivés soufrés, et donc permet de faire fonctionner le mécanisme d'élimination par le glutathion. Le glutathion, c'est du soufre, et donc favoriser l'élimination du NADPQI. Donc quand on a une intoxication au paracétamol, le traitement, c'est donner de la N-acétylcystéine justement pour éliminer le NADPQI. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir et qui est extrêmement important. Ça, on va passer. Et donc, le paracétamol, en pratique, c'est un antalgique donc de niveau 1. Les posologies qui sont admises par tout le monde, c'est de le prendre, c'est de le prendre en 4 fois par jour à la dose de 15 mg kg 4 fois par jour. Donc le danger, je vous dis, c'est une toxicité hépatique en cas de surdosage, une efficacité qui entre 30 minutes à 1 heure, et qui peut être associé avec d'autres antalgiques sans problème. Il peut être associé à des anti-inflammatoires non stéroïdiens, il peut être associé à des morphiniques sans difficulté, avec un effet synergique. Donc ça, c'est un des traitements de base de la douleur. Je pense qu'ici, tout le monde a dû prendre ou a pris ou prendra du paracétamol. Là, tout ce paracétamol, c'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Donc, le traitement, toxique du paracétamol par formation de NADPQI, neutralisation par glutathion, et on reforme les stocks en glutathion en donnant de la N-acétylcystéine. Les AINS, les anti-inflammatoires, donc c'est un traitement efficace de la douleur. Je ne vous en parlerai pas parce que vous allez l'avoir dans le cadre de l'UO3, un cours sur les AINS, donc à la fois sur leur efficacité, mais aussi sur la toxicité des AINS.
Et donc là, je vais insister plus sur l'utilisation maintenant